de très nombreux Français. Nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste, un écrivain aussi, puisque j'ai lu plusieurs articles de Rémi, et toujours il respecte ses principes humanistes, syndicalistes, et il défend le travailleur. Alors, Rémi, ce soir qu'on est ensemble, bien sûr, on va profiter de notre temps et être éclairé un peu plus concernant tout ce que tu sais. Alors, déjà, est-ce que ces petits mouvements extrémistes, extrême gauche bien sûr, qui filtrent dans les syndicats, dans les grands syndicats français, en France, on parle de syndicats français, est-ce qu'ils ont des réunions privées ailleurs que le syndicat principal qui sont dedans ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont organisés de l'autre côté ou non? Oui, alors, bien entendu... Il y a une organisation cachée ou non? Non, ce n'est pas une organisation cachée. Maintenant, on sait comment c'est organisé. On sait ce qui se passe. Par exemple, en ce qui concerne les trotskistes dits lambertistes du Parti ouvrier indépendant, ils sont très installés dans des postes de direction à la Confédération Force Ouvrière, à FO, c'est clair, mais ils ont aussi une petite minorité de militants qui travaillent à la CGT. Donc, ils sont à la CGT parce que le rêve de ces militants, c'est de réunifier à la fois Force Ouvrière et la CGT, de recréer la vieille CGT d'antan. Il se trouve que ça paraît strictement impossible, tant les antagonismes sont forts entre Force Ouvrière aujourd'hui et la CGT, pour différentes raisons. Parce que Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui lui est issu du Parti communiste, mais qui a beaucoup modernisé, la CGT, entend faire de la CGT une organisation à la fois combative et rénovée, et donc voit d'un très mauvais œil l'arrivée de quelques militants trotskistes. En tout cas, cette toute petite minorité au sein de la CGT n'est vraiment pas en mesure de renverser quoi que ce soit au niveau de Bernard Thibault et de l'état-major de la CGT. Par contre, je le disais, à Force Ouvrière, les militants trotskistes et des gens qui sont compagnons de route du Parti ouvrier indépendant de feu Pierre Lambert, donc du Parti des travailleurs, eh bien, ces militants dirigent certaines fédérations et donc possèdent certains moyens qui permettent de relayer un petit peu la pensée du parti. Mais c'est assez utilitaire. On va dire que ces militants d'extrême gauche sont en fin de compte plutôt... moi, je les considère plutôt comme des petits bourgeois. Ah bon? C'est-à-dire, quand je dis petits bourgeois, c'est-à-dire que c'est assez confortable de parler de la révolution, de parler de la grève générale, mais de ne pas se donner les moyens de travailler sur le fond pour la réaliser. C'est-à-dire beaucoup de verbes, beaucoup de propos, beaucoup de discours, mais quand on les interroge, comment on fait pour négocier avec le patron pour obtenir plus? Est-ce qu'il faut insulter le patron? Est-ce qu'il faut tenter de négocier? Comment il faut négocier? Eh bien là, il n'y a plus grand monde. Ou alors, carrément inverse, ils sont capables de négocier des choses, et on l'a vu par exemple sur la route, des choses, il y a quelques années, qui étaient en deçà de ce qu'on pouvait obtenir dans une négociation ordinaire. Donc, ou dans une organisation bien menée, dans une négociation, bien menée. Donc, ils sont capables de faire l'un et l'autre. Et on a déjà vu d'ailleurs des militants d'extrême gauche, ces petits partis d'extrême gauche, assurer le service d'ordre de certains élus de droite. Oh. Oui, c'est déjà arrivé. Il y avait des liens. Alors, c'est une réalité. Lorsque la mairie de Paris n'était pas dirigée par la majorité d'aujourd'hui, il y avait quand même des liens intéressés et intéressants entre certains partis d'extrême gauche et puis, bien entendu, la droite. C'est dans le procès de Jacques Chirac, en plus, on parle de ça. Oui, mais c'est naturel, parce que certains partis d'extrême gauche... Question de chauffeurs, de choses comme ça, garde-corps, non? Oui, et certains partis d'extrême gauche considèrent que le pire pour les ouvriers, c'est le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'ils vivent leur existence de parti d'extrême gauche grâce à leur opposition à la droite. Donc, quand la droite est au pouvoir, le parti d'extrême gauche est fort. Et ils considèrent que quand la gauche arrive au gouvernement, ça leur pose un problème de fond. Il est affaibli. Et le grand débat, c'est est-ce qu'un parti d'extrême gauche est capable de mettre en ordre de marche ses idées au sein d'un gouvernement, est capable
de proposer quelques idées, même si on ne peut pas réaliser tout le programme de l'extrême gauche, et fort heureusement sur certains points d'ailleurs, mais quand on dit par exemple à Olivier Besancenot du NPA, est-ce que vous êtes prêt à faire alliance avec le PS pour aller au gouvernement et tout, il vous dira non. Il refuse. C'est-à-dire que ces mouvements d'extrême gauche se complaisent dans la situation de l'opposition. Ils se trouvent encore plus confortables lorsque c'est la droite qui est au pouvoir en France que bien sûr lorsque c'est la gauche. Parce qu'ils considèrent que la gauche de gouvernement, qu'elle soit parti communiste, parti de gauche, parti socialiste ou vert, considère que cette gauche-là trahit toujours la classe ouvrière. Mais eux ne veulent jamais se mettre en position d'être au gouvernement. Même s'ils savent qu'ils ne le seront peut-être jamais, au moins qu'intellectuellement, ils présentent des propositions, un projet de gouvernement, et ils n'ont pas de projet de gouvernement. C'est très intéressant, Rémi, ce que tu viens de dire, puisque la même comparaison, ça peut exister concernant le Front National, extrême droite, et le droite quand il est au pouvoir, ou la gauche. C'est-à-dire, on dit, au moment des socialistes, extrême droite, il avait plus de champ de parole, on peut dire, dans les médias, dans la société française, que quand c'est la droite qui est au pouvoir. Alors oui, mais... parole et manœuvre, voilà. Oui, il y a une petite... moi, je suis un petit peu modéré sur cette question, pas parce que je suis engagé au Parti Socialiste, mais on a longtemps dit que François Mitterrand avait favorisé le Front National pour éviter justement l'arrivée de la droite au pouvoir et conserver que le Parti Socialiste français conserve le pouvoir. C'est plus complexe que ça. D'abord, François Mitterrand était un vrai républicain. Et François Mitterrand a utilisé toutes les personnalités possibles et inimaginables pour lutter contre le Front National. La preuve, il a utilisé à l'époque, en 92-94, Bernard Tapie, en région PACA. Et c'est vrai que c'est Bernard Tapie qui a réussi à contredire Jean-Marie Le Pen dans les débats, notamment pour les élections régionales de cette époque-là. Donc à l'époque, il n'était pas ce qu'il est devenu, Bernard Tapie. C'était un homme populaire, réellement engagé auprès du président de la République, qui, étonnamment, François Mitterrand avait été séduit par le personnage. J'ai été candidat aux élections européennes de 94 sur la liste de Bernard Tapie, qui était la liste radicale de gauche. Toi? Moi. Et j'ai participé donc à cette campagne. C'était une campagne particulièrement intéressante, puisque Bernard Tapie nous réunissait et voulait vraiment être proche des citoyens dans une optique, dans un projet réellement progressiste, en faisant de l'Europe une Europe des citoyens, en nous disant à chaque fois dans les réunions de préparation de la campagne, mais qu'attendent les gens, qu'attendent les citoyens, les citoyennes de l'Europe. Et ça, c'était une démarche assez nouvelle. Au lieu de dire aux Françaises et aux Français, voilà, on a le programme tout fait, voilà, le prêt-à-porter, il est taillé pour vous, on ne vous demande pas votre avis. Bernard Tapie, il avait une autre méthode, c'était de dire, nous sommes des radicaux de gauche, qu'attendent les gens de l'Europe? Et cette époque-là, c'était une époque assez formidable en termes de campagne électorale. Alors peut-être on va commencer de prendre des appels, je n'ai pas encore annoncé, mais j'ai Philippe et Rémi avec nous qui va te poser une question. Allez Philippe, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je me demandais comment ça se fait que pour l'instant, on est toujours avec des banques privées qui produisent donc des euros, alors que la banque française, elle pourrait très bien le faire et ça résoudrait déjà le problème de l'endettement vis-à-vis des banques privées, puisqu'on leur emprunte des sous, donc il faut payer les intérêts sur les sous qu'on leur emprunte, enfin que le gouvernement emprunte. Donc pourquoi ne pas cesser donc de jeter de l'argent dans cette fosse qui ne se remplit pas et qu'enfin un parti décide de prendre les choses en main en fin de compte et de remettre la France dans la bonne direction, parce que moi je suis pour l'Europe, pour l'idée que on associe des gens ensemble. De toute façon, nous sommes censés tous s'entendre si on veut vivre sur cette planète, donc on est censés tous cohabiter, quoi. Donc il faut faire les choses ensemble, mais au niveau de l'argent, arrêtons d'emprunter à des banques privées. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser parce que je suis sur un portable. Merci Philippe. Merci. Tu vas écouter
la réponse de Rémi. Alors, Oui. moi j'aurais envie de répondre. Alors, c'est une bonne question, mais je voudrais plutôt répondre. Je pense qu'on peut poser la question de la gouvernance. La gouvernance des banques. La gouvernance des banques centrales. Il y a environ une douzaine, à peu près 12 ans, j'étais à Clermont-Ferrand et j'ai rencontré 2 fois, j'ai eu cette chance inouïe, mais bon, c'est le hasard de la vie, de rencontrer Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain. Alors une fois, c'était en 85 en Chine, à Xi'an, il était en visite privée, j'ai eu l'occasion de le saluer. Et la deuxième fois, c'était à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand. Et Henry Kissinger a tenu ce langage. Il a dit à l'Assemblée, il y avait beaucoup d'étudiants, des universitaires, mais aussi des citoyens, des politiques et des syndicalistes comme moi. Il a dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. En Europe, vous avez créé une banque centrale européenne complètement indépendante du pouvoir politique. On a créé une banque centrale européenne complètement indépendante du pouvoir politique. Si on avait imaginé que la réserve fédérale américaine soit indépendante du président américain, c'est impensable. C'est impensable. C'est-à-dire que le problème qui se pose, un problème de fond au niveau européen, y compris dans la solution de la crise financière, c'est que l'Europe a été créée à partir du traité de Rome de 57. Je ne remonte pas au traité CK de 54, mais l'Europe a été basée sur la concurrence libre et non faussée, sur le marché libre, et dans ce cadre-là, on a créé une banque centrale complètement indépendante du pouvoir politique. C'est un incroyable abandon de souveraineté, c'est un déni de contrôle démocratique en permanence. Et même les pays les plus libéraux, comme les États-Unis, ne peuvent pas concevoir que la réserve fédérale américaine n'ait pas un lien relativement ténu entre le premier pouvoir politique, qui est le président des États-Unis, et leur banque centrale américaine. Eh bien, en Europe, on a été capable d'être encore plus libéraux que les Américains, ce qui est incroyable. Et comme cette banque centrale a l'objectif de la concurrence libre et non faussée, du marché intérieur, sa seule obsession, c'est la monnaie, c'est la force de la monnaie, c'est la lutte contre l'inflation. Or, dans n'importe quelle économie, un tout petit peu d'inflation, c'est l'huile qui permet d'irriguer le moteur et de faire fonctionner les pistons. Mais cette obsession sur la force de la monnaie, sur la lutte contre l'inflation, nous a coûté des centaines de milliers de chômeurs en Europe. Et parce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui encore de contrôle politique sur la Banque Centrale Européenne, qui est la gardienne d'un dogme financier très dur, eh bien nous en subissons chaque jour les conséquences. Mais je crois qu'il voulait poser aussi, surtout la question, alors que les États empruntent, bien entendu les États empruntent, mais ce qui est scandaleux, c'est surtout que la politique monétaire n'est plus dans les mains la politique monétaire européenne n'est pas du tout dans les mains des dirigeants politiques de l'Europe. Nous sommes avec un syndicaliste ce soir, mes chers amis. David Abbassi avec vous, comme d'habitude, sur 95.2 FM. 7 syndicalistes et mon ami Rémi Offray, qui peut nous enrichir, n'est-ce pas, sur beaucoup de questions qui se posent actuellement, surtout dans le milieu de travailleurs en France, questions de retraite et beaucoup d'autres choses. Vous nous écoutez sur 95.2 FM, mais bien sûr sur l'Internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, ici et maintenant pour l'info, et bien sûr sur Facebook, sur la page de David Abbassi, nous sommes présents en live. Restez avec nous, mes chers amis, et bien sûr, tout à l'heure, on va commencer à faire participer nos auditeurs, si vous avez des questions, bien sûr, mon invité, ça sera avec plaisir. Hein. Ici et maintenant, 24 heures sur 24. Sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24. Sur internet, ici et maintenant.com.
Mama.